Hello Totouche, ça y est, on est en avril, ce qui veut dire pluie torrentielle et bourgeon de fleurs. C'est vraiment une saison un petit peu particulière en ce moment. Et d'ailleurs, vous pouvez l'entendre à ma voix, mais je suis entre deux rhumes. Voilà, c'est super, c'est top. C'est le début du printemps pour moi au Portugal. Bref, en tout cas, le temps file vraiment à toute allure. On est voilà, déjà un quart de notre année 2024 de passé. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour faire un petit peu le point sur les lectures de ce premier trimestre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais je suis assez fière de mon bilan lecture pour janvier, février et mars. Au total, j'ai lu 21 livres. Alors, n'en déplaise à Goodreads, oui, je suis encore en retard, j'aurais dû en lire à 25, mais 21 livres, c'est quand même déjà pas mal, donc super contente de ça. Parmi ces 21 livres, j'ai fini la trilogie parfaite et j'ai également découvert de nouveaux auteurs et nouveaux univers. Voilà. Alors par contre, pas de panique, pendant cette vidéo, je ne vais pas vous donner mon avis sur ces 21 livres. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les livres que je n'ai pas encore mentionnés dans des vidéos passées ou futures sur Booktube. Voilà. D'ailleurs, je vous mets en description sous cette vidéo toutes les autres vidéos que j'ai faites ces derniers mois sur ces autres lectures. Allez, c'est parti, voici 10 livres que j'ai lus ces 3 derniers mois. Alors, pour ne pas louper quoi que ce soit, j'ai avec moi mon reading journal de cette année et les premiers livres dont je veux vous parler, c'est une trilogie dont j'ai beaucoup parlé sur Instagram, donc c'est tout à fait logique que je vous en parle maintenant sur Booktube, et c'est les 2 derniers tomes de la trilogie A Discovery of Witches, qui en français, si je me trompe pas, est le livre des sortilèges perdus. Cette série, c'est juste pour moi un coup de cœur énorme. J'ai lu le premier tome l'année dernière et j'ai fini la suite en début d'année du coup. Et pour ceux qui ne connaissent pas, A Discovery of Witches, ça parle de Diana, une sorcière qui rejette un petit peu ses pouvoirs, qui voilà, ne veut rien avoir à faire avec la magie et le monde des sorcières. Son kiff à elle, c'est vraiment l'histoire. Elle est d'ailleurs une des professeurs à l'université d'Oxford, je crois, et sa recherche principale tourne autour de l'alchimie. Sauf que la magie va un petit peu revenir vers Diana, dans le sens où Diana va par inadvertance sortir à la librairie d'Oxford un manuel d'alchimie que tout le monde, vampires, démons et sorciers, essayent de trouver parce que ce serait le livre des origines, et du coup le fait que Diana est capable de le sortir de la bibliothèque d'Oxford, ça va attirer un petit peu sur elle le regard de toutes ces créatures magique. Entre en jeu Mathieu de Clermont, qui lui est un vampire, également un professeur universitaire, et sa recherche à lui se concentre autour du code génétique, et par différents aléas, il va prendre sous son aile Diana et il va la protéger des demandes un petit peu insistantes, si ce n'est pas pour dire autre chose, des créatures de l'ombre. Voilà un petit peu pour vous dire de quoi parle cette série. Je ne veux pas vous spoiler, surtout que là on parle des 2 derniers tomes, mais de manière très simple, ce que j'ai adoré dans cette trilogie, c'est l'univers mis en place et le mécanisme derrière la magie. J'ai trouvé ça extrêmement ingénieux, extrêmement réaliste aussi. J'ai eu un petit peu l'impression d'être la Lysée de 7 ans qui découvrait Harry Potter et qui avait envie soudainement de voilà, devenir une sorcière et de pratiquer la magie. Vraiment, ça a été la même impression, sauf que les gars, la magie, elle est tellement réelle, elle fait tellement sens que maintenant je suis un petit peu dans une quête d'investigation sur les sorcières dans notre histoire. Bref, c'était passionnant et ça a vraiment réveillé en moi un intérêt pour les histoires de sorcières, que ce soit fictif ou de non-fiction. Voilà. Le deuxième point que j'ai adoré dans cette trilogie, ce sont tous les détails historiques. Alors, faut savoir que l'autrice Deborah Harkness est elle-même historienne et elle partage un petit peu ce trait avec Diana. Et du coup, ça fait sens qu'elle construise son monde avec autant de détails historiques. Vraiment, elle ancre son univers dans notre histoire à nous. On va parler de grands scientifiques, de grandes découvertes, et du coup ça clique, ça fait super sens, et ça aussi permet de vraiment imaginer l'univers, ça le rend vraiment plus tangible, et la nerd qui est en moi a vraiment apprécié ça. Clairement. Alors par contre, je sais que ça peut déranger certaines personnes parce que du coup, le rythme de la narration est un petit peu plus contemplatif. Diana, c'est vraiment quelqu'un qui observe les choses avant de prendre des actions, et donc elle n'est pas très action-réaction, et du coup, je comprends que pour certains, le rythme de l'histoire est un petit peu lent. Bref, tout ça c'était vraiment les gros plus pour moi dans cette histoire. Il y a un 4e tome qui est plus un spin-off sur un autre personnage, un personnage secondaire, Marcus, qui est aussi super intéressant et que je n'ai pas encore lu mais que j'attends qu'on m'offre.
si jamais. Et puis surtout, Deborah Harkness est en train de sortir cet été un 5e tome ou ce que j'espère être le premier tome d'un nouveau cycle de trilogie dans le même univers, et ce 5e tome va encore une fois porter sur Diana et j'ai vraiment hâte. Ça m'a fait super plaisir de terminer cette trilogie et d'apprendre qu'il y allait avoir une suite parce que vraiment je ne voulais pas laisser les personnages. Et il y a plein de personnages en plus de Diana, Mathieu, Marcus, plein de personnages qui sont super intéressants, et comme certains sont des vampires et ont donc vécu 100 000 ans, il y a plein de trucs à raconter sur eux, donc je pense que Deborah Harkness a vraiment des personnages très solides dans cet univers qui pourraient avoir leur propre spin-off. Ensuite, j'ai lu This Spell Love de Kate Robb. Alors, petit disclaimer, je ne pense pas que ce livre soit disponible en français. Je suspecte que ce soit de l'auto-édition. En tout cas, moi j'ai trouvé sur Amazon et quand je l'ai reçu le livre, c'était écrit imprimé par Amazon Italie. Donc ça n'a pas l'air de venir d'une maison d'édition. Mais ça a été une petite romance mignonne qui, sans surprise, a été un petit peu axée sur la magie. Je veux dire, le titre littéralement dit This Spell Love, et le spell c'est pas le spell de épeler l'amour, non non, c'est le spell du sortilège. Voilà. Gemma a eu une mauvaise rupture avec son copain de 4 ans avec qui elle projetait un petit peu toute sa vie future, le mariage, les gosses, l'appartement, la carrière, bref. Elle est dévastée. Pendant une soirée quelque peu arrosée avec sa tante, sa soeur et son meilleur ami, Gemma elle va faire le souhait de ne jamais avoir rencontré Stuart, ce fameux ex. Sauf que vous vous en doutez, faites toujours attention aux vœux que vous faites. En désirant ne plus jamais revoir son ex, Gemma va repartir 4 ans en arrière, avant la rencontre avec Stuart, mais du coup avant la rencontre avec son meilleur ami Dax, et du coup Dax va complètement l'oublier. Ça a été une romance, comme je vous le disais, toute mimi, où on apprend qu'il ne faut pas regretter ses erreurs, mais avancer et surtout prendre des risques, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Mais je vous avoue que le Friends to Lover a été un petit peu évident dès le début pour moi et vraiment maladroit. On s'attend au Friends to Lover dans le résumé de l'histoire. C'est un petit peu pour ça que je l'ai acheté aussi, donc c'est pas vraiment une complainte, mais voilà, c'était pas non plus un livre où il y avait des éléments de surprise. J'ai également trouvé Gemma un petit peu égoïste au point qu'elle ne voit pas que les gens autour d'elle, sa famille, ont aussi leur propre challenge. Elle est vraiment concentrée sur trouver l'amour et arrêter de penser à Stuart et pourquoi mon meilleur ami ne me connaît plus, qu'est-ce que j'ai fait quoi. Le gros avantage pour moi, c'est que ce livre s'est vraiment lu très vite, il y avait 230 pages à peu près et je l'ai dévoré. Et c'est ce qu'il me fallait à ce moment-là, j'avais besoin d'une romance très légère, c'est ce que This Spell Love m'a donné. Et si vous ne lisez pas beaucoup en anglais et voulez vous y mettre, l'anglais était très facile dans le roman, donc peut-être que c'est un livre qui est fait pour vous. Voilà. En tout cas pour moi, ça a été un 3 sur 5. On arrive sur février et le livre que j'ai lu en février, ça a été Wildfire d'Anna Grace. Je pense que beaucoup d'entre vous en avez entendu parler. C'est la suite ou du moins la romance qui suit Icebreaker et qui se tient un petit peu dans le même univers à Maple Campus. Donc c'est une université californienne qui semble être assez axée sur le sport. Du coup cette fois-ci on suit des personnages différents, on va suivre Russ et Aurora. J'ai beaucoup apprécié cette romance qui sans surprise a été un petit peu doudou. C'est une romance qui se veut aussi un petit peu adulte, mais franchement j'ai trouvé que c'est une romance plus young adult, si bien sûr vous enlevez le contenu explicite, parce que on est plus dans le début d'une relation amoureuse, la recherche encore de soi. Aurora et Russ sont tous deux jeunes étudiants à l'université. Ils ont tous les deux des insécurités qui sont assez étrangement axées sur des problèmes avec leurs pères respectifs. Et voilà, ils vont tous deux un petit peu essayer de se recentrer sur eux-mêmes, mais en même temps avoir cette relation qui va bourgeonner puis éclater. Ce que j'ai beaucoup apprécié, et c'est ce que je vous ai mis dans mon post Instagram, c'est que cette histoire, elle se tient sur un camp de vacances américain. Et quand j'étais au lycée, j'ai eu l'opportunité d'aller dans un camp de vacances américain. Et c'était un été que je ne pourrais jamais oublier. Mais ce qui m'a surpris, en tout cas dans Wildfire, c'est que ce camp américain était mixte. Et ce prémisse m'a un petit peu dérangée parce que on peut pas avoir un camp mixte en vacances au milieu d'une forêt sans internet, sans téléphone, sans rien, mais également avoir cette règle de attention les moniteurs, vous ne pouvez pas fraterniser mais vous allez dormir dans les mêmes cabines ensemble, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu ironique cette règle parce que voilà, s'il y a vraiment interdiction de fraterniser, eh bien faites un camp féminin, un camp masculin. Moi c'est ce que j'ai eu, mon expérience était comme ça, on était que des filles, on
faisait des rencontres avec les mecs, des rencontres sportives ou créatives avec un show à la fin de l'année. Peut-être que ça aurait pu permettre à Aurora et Russ de vraiment se concentrer sur eux-mêmes et de pas batifoler dans les buissons. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, j'ai bien aimé suivre l'évolution des personnages et notamment de leurs relations. Ouais, je trouvais ça super intéressant que Aurora et Russ, tous les deux, à des rythmes plus ou moins variés, vont vraiment se mettre à nu face à l'autre. Et ce que j'apprécie beaucoup dans les romances d'Anna Gray, c'est que pour l'instant, il y a vraiment cet effort de communication et de communication dans les deux sens. C'est pas forcément que la nana qui va faire un discours, un monologue et parler de ses sentiments, ça également le mec qui est prêt à communiquer ses sentiments, prêt à se montrer vulnérable. Et bah, ça normalise un petit peu tout ça, mais j'ai trouvé ça aussi très beau de voir comment très rapidement pour certains ils ont pu se montrer vulnérables face à l'os. Voilà, je pense que c'est tout pour Wildfire. C'était assez cool de retrouver la clique qu'on avait dans Icebreaker. À voir si le tome 3 va porter sur eux. Je lirai très certainement ce troisième tome parce que je reste curieuse et encore une fois, c'est vraiment une romance doudou. Next. Celui-là, c'est un abandon. Malheureusement. Ce sera The Sun and the Void de Gabriela Romero Lacruz, qui est un livre magnifique. Je l'ai là d'ailleurs, je vous l'ai sorti, qui m'a été envoyé dans une de mes boîtes Illuminate, mais qui est aussi un livre ultra gros. J'ai mis 2 semaines à lire un quart de ce roman et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que malgré ces 2 semaines où j'ai vraiment forcé ma lecture, je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, il n'y avait rien vraiment qui m'intéressait. Il y a quelques petits trucs qui m'intéressent et on va en parler, mais c'était pas si mis en avant et du coup ça a fait que j'ai décroché du roman et donc j'ai décidé de le mettre de côté. Je le garde pour l'instant dans ma bibliothèque, non pas parce qu'il est juste magnifique le livre, mais parce que je vais sûrement essayer de redonner une chance à ce gros roman. C'est un roman vraiment dans un univers différent, on est sur de la littérature Amérique latine, l'autrice vient du Venezuela et j'ai trouvé d'ailleurs que l'univers, enfin le peu qu'on en a vu pour l'instant de l'univers, montrait vraiment cette origine. Ça me fait un petit peu voyager, ça change de ce que j'ai sur les étagères. J'ai beaucoup plus de littérature asiatique que de littérature latine et donc c'est pour ça que je le garde et que je vais essayer de lui redonner une chance. Très sincèrement, je ne saurais même pas vous dire de quoi parle l'intrigue. On a 2 personnages féminins, toutes 2 outcasts de la société dans laquelle elles évoluent et elles sont dans 2 pays différents. On a Reina qui elle est mise de côté parce qu'elle a une queue féline et elle a des marques qu'elle appartient à une autre race, qu'elle est mixte. Et on va avoir Eva qui elle a des cornes et elle appartient à des créatures qui peuvent utiliser une certaine magie qui est vue comme étant maléfique dans le royaume où elle vit. Voilà. Doute qu'à un moment donné ces 2 filles vont se rencontrer, mais voilà, un quart du roman à suivre 2 points de vue assez isolés, différents. Ça a été un petit peu difficile, je suis pas très fan quand on a un chapitre sur un personnage et un chapitre sur l'autre et qu'on saute d'un personnage à l'autre. C'est vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas tout le temps avec moi. Pour là, ça a été le cas avec ce tome, ça n'a absolument pas fonctionné. Surtout que je n'ai pas forcément compris pourquoi on avait des chapitres Eva aussitôt dans le roman, parce qu'il se passe pas grand chose, à part que ça met en place l'univers. Mais mettre en place l'univers pendant un quart du roman, avec rien qui arrive, voilà, j'avais besoin d'un petit peu plus de dynamisme, d'un petit peu plus d'action. Les éléments qui sont par contre intéressants pour moi, c'est la grand-mère de Reina qui est super ambitieuse et a l'air d'avoir quelques plans foireux pour avoir plus de pouvoir. Enfin, il y a tout un truc par rapport à la grand-mère qui m'intrigue et j'aurais bien voulu, ça aurait été intéressant peut-être d'avoir des chapitres sur elle. Et cette dichotomie, si c'est le terme, mais on a 2 forces, 2 dieux, 2 magies qui ont l'air de s'opposer. Un qui est vu comme étant une magie bénévolente, et c'est pas forcément une magie, c'est plus une église, un culte, un dieu, et un autre étant un petit peu le diable, et qui lui a une magie, cette fameuse magie étant vue comme étant maléfique. Voilà, je sais pas si ça fait sens, mais c'est ça qui m'intéressait dans ce roman et qui mettait un petit peu du temps à se mettre en place. Mais si je replonge dedans, je vous en dirai des nouvelles. Next. Alors, là, on est sur une romance que j'ai adoré est le mot. J'en ai même fait un reel sur Instagram et c'est très rare que je fasse des reels où je parle sur Instagram, donc ça vous montre à quel point j'ai adoré ce roman. Et c'est Based Back a Witch de Lana Harper. C'est le premier tome de la série The Witches of Cecil Grove. C'est une série de romances. Chaque tome a l'air d'être sur un des habitants de Cecil Grove, et Cecil Grove c'est une ville magique au milieu des États-Unis. Ça m'a un petit peu fait penser à Ravens, c'est ça, hein, Ravens je crois, c'est la ville ou la série spin-off de Pretty Little Liars, qui était une ville un petit peu supernaturelle. C'est une série que j'ai dû regarder les 3 premiers épisodes de cette série.
Du coup, comme je vous le disais, c'est une romance que j'ai beaucoup appréciée. En fait, j'ai passé un excellent moment avec les personnages et la plume de l'autrice, l'univers qu'elle a mis en place. On a vraiment un savant mélange de vengeance, girl power, romance, FF, mais aussi de magie, voilà. Et donc du coup, si vous ne m'avez pas suivi sur Instagram, Payback the Witch, ça parle de Amy, qui est une sorcière pas très puissante, qui va quitter Cecil Grove à cause d'une histoire familiale compliquée, mais aussi parce que son cœur a été brisé par Gareth Blackwood, l'héritier de la famille magique la plus puissante de ville. Mais quand le tournoi de magie de Cecil Grove, que sa famille arbitre, arrive, elle va retourner en ville pour faire son devoir familial, arbitrer ce fameux tournoi et dire au revoir à la ville et retourner vivre sa vie à Chicago. Sauf que elle va être approchée par sa meilleure amie Lynn et Talia, une badass en magie noire, qui vont un petit peu lui demander de les aider à se venger de Gareth Blackwood, ce charmant garçon, les ayant toutes deux menées en bateau également et brisé encore une fois leur cœur. Et donc Amy va quelque peu se laisser tenter par ce fameux pacte et délivrer vengeance sur Gareth. C'est vraiment un trio de sorcières soudées qui se met en place et qui vont faire leur possible pour rectifier un petit peu le malheur qui leur est arrivé. Et bien sûr, ça va entraîner quelques éléments, il va y avoir des secrets qui vont être révélés, on va en apprendre plus sur cette fameuse ville et les 4 familles. Bref, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Amy a une histoire personnelle super intéressante, elle a pas mal d'insécurité d'une certaine manière et j'ai trouvé ça super cool que à son retour en ville, Lynn et Talia viennent lui parler. Ce désir de vengeance, ça va être un petit peu un pick me up, un bienvenue en ville et on va te montrer qu'en fait c'est une ville sympa et qu'on passe du bon moment ensemble. Je sais pas quoi vous dire pour pas vous spoiler, mais j'ai beaucoup aimé et si vous avez aimé The Vampire Diaries, Pretty Little Liars, je pense que ce livre est vraiment pour vous. Malheureusement, il n'est pas encore traduit en français. Est-ce que j'ai essayé de faire un petit push sur Instagram pour que des maisons d'édition françaises soient intéressées par cette autrice? Oui. Est-ce que ça a marché? Je ne sais pas, on verra bien. Moi je sais qu'un jour de pluie, je vais sûrement reprendre cette petite série et continuer la suite. En parlant de tournoi de magie qui fait quand même très Harry Potter, j'ai lu... J'ai lu une fanfiction Harry Potter. Alors oui, je sais, ce n'est pas un livre à proprement parler, mais c'était juste une fanfiction merveilleuse et je vous mets du coup le lien en description, comme toujours. Si vous avez été fan de Draco Malfoy dans votre période Harry Potter et que vous êtes un chouïa curieux de le voir avec Hermione Granger, cette fanfiction est pour vous, tout simplement. Et cette fanfiction, c'est Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love de It Is Self-Care. C'est une fanfiction qui a été traduite dans beaucoup de langues, donc potentiellement il y a une version française. En tout cas, moi j'ai lu en anglais et j'ai adoré. Alors personnellement, je n'avais jamais vraiment compris la passion derrière le ship Malfoy-Granger. J'ai une amie au lycée qui ne faisait que lire des fanfictions Draco-Hermione. C'était pas vraiment mon cas, mais maintenant que j'ai lu cette fanfiction en particulier, je comprends tout à fait l'attrait derrière ce ship. Pourquoi pas, ça aurait été totalement possible et sûrement un petit peu moins ennuyant que de voir Hermione finir avec Weasley. Voilà. L'épilogue d'Harry Potter pour moi n'existe pas, je refuse ces couples finaux, je les refuse, ça n'existe pas pour moi. Bref, cette fanfiction, elle se passe 10 ans après les livres et du coup la Grande Guerre contre Voldemort. Et on va suivre Malfoy qui essaie de reconstruire sa vie en tant qu'Aurore et qui travaille un petit peu contre son gré avec Harry Potter et Ron Weasley. Surprise, surprise d'ailleurs, Malfoy est l'Aurore apparemment le plus compétent du bureau de Londres. Donc bien joué Draco, enfin t'es premier de classe. Et sa dernière mission en date, ça va être de protéger Hermione Granger d'un danger inconnu le temps qu'elle finisse sa recherche médicale ultra top secrète. Voilà de quoi ça parle et autant dire que ça va créer des étincelles parce que, et je trouve que ça c'est assez fidèle au livre, Hermione accepter de l'aide et accepter une protection. Non, je crois pas. Voilà, elle refuse un petit peu. Elle est un petit peu contre cette idée et ces moyens mis en place par le ministère de la magie. Que dire sur la fanfiction en général? J'ai trouvé qu'on avait un plot super intéressant, super solide. J'ai adoré replonger dans l'univers Harry Potter, mais l'autrice a aussi fait de cet univers vraiment quelque chose qui lui appartient. On a un mix
de l'univers de la magie avec notre univers actuel, notre réalité actuelle, avec notre technologie aussi. Et du coup on replonge vraiment facilement dans l'univers Harry Potter, mais en même temps on a quelque chose d'un petit peu moins jeunesse, et notamment avec la recherche d'Hermione Granger, on touche à d'autres sujets qui sont autres qu'une guerre d'idéologie et Moldu contre sorciers. Et je vous avoue qu'on a aussi un très joli slow burn. J'étais un petit peu comme ça à certains moments, voilà, c'est un petit peu cringe à certains moments, mais ça reste un très joli slow burn. En tout cas c'est super intéressant de voir Draco tomber amoureux, et j'ai trouvé que les chapitres point de vue Draco étaient super bien écrits. On avait toute l'ironie, toute l'arrogance du personnage, mais ce slow burn, quand il arrive à la fin, il va vraiment exploser. Donc je précise qu'il y a du contenu explicite, surtout à la fin, que j'ai sauté parce que ça ne servait pas forcément à l'histoire, donc que vous pouvez sauter si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de contenu. Mais voilà, une très jolie fanfiction, je vous en ai parlé pendant trop longtemps, je pense, pour cette vidéo, mais bref, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description, dites-moi-en des nouvelles. Alors, après la fanfiction, parlons d'une autre série pour laquelle je suis vraiment tombée dedans, comme si je tombais dans le trou du lapin dans Alice au Pays des Merveilles, et ça a été Les Carnets de l'Apothicaire. Les Carnets de l'Apothicaire, c'est un manga que j'ai beaucoup vu passer sur Instagram, que du coup j'ai lu, et puis quand je suis arrivée à la fin des mangas, je crois au manga 9, j'avais pas la suite, j'ai un petit peu dû ronger mon frein. Est arrivé l'animé, que j'ai regardé avec mon mari, qu'il a beaucoup aimé, mais pareil, l'animé, il fallait attendre un épisode par semaine, c'était pas beaucoup quoi. Donc j'ai un petit peu rongé mon frein, mais pas pour longtemps, parce que j'ai craqué et je me suis procuré les light novels en anglais du Carnet des Apothicaires, et j'ai dû me mettre un stop à un certain moment, parce que quand je vous dis que j'ai craqué et que j'ai plongé, c'est que j'ai plongé. J'ai lu en une semaine les 6 premiers tomes de la light novel, et une light novel c'est à peu près 2-3 mangas, un petit peu plus, bref. Voilà de quoi on va parler. Du coup, les light novels, c'est l'œuvre d'origine. Et si vous n'êtes pas intéressé par ces romans, ces petites nouvelles, je vous rassure tout de suite, l'animé et le manga sont très fidèles à l'œuvre d'origine, mais ils sont un petit peu plus comiques. Même si, ce que moi j'apprécie beaucoup dans les nouvelles, c'est que c'est un petit peu plus ironique et sarcastique. On suit Mao Mao, on n'est pas forcément à un point de vue à la première personne, mais on est clairement... Voilà, la caméra elle est sur Mao Mao, et du coup on a accès à ses pensées intérieures, et qu'est-ce qu'elle est ironique, j'adore un personnage ironique comme ça, c'était... Voilà, parfait. Je la trouve d'ailleurs plus piquante. Bref, j'adore sa manière de penser, comment elle est super rationnelle, et du coup tout les quiproquos qu'elle va avoir avec Jinchi, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le Carnet des Apothicaires, laissez-moi vous introduire à cette merveille. Nous sommes, je dirais, dans un univers inspiré de la Chine ou du Japon du Moyen-Âge, où nous avons du coup le palais de l'empereur et l'arrière-palais qui est un petit peu le harem de l'empereur. Mao Mao est la fille adoptive d'un apothicaire, et elle vit dans le quartier du plaisir de la capitale, et elle va se faire kidnapper et va être vendue au palais, donc elle va devenir servante dans l'arrière-palais. Et Mao Mao, en voulant aider des gens, une certaine situation un petit peu épineuse, elle va attirer l'attention sur elle d'un fonctionnaire, Jinchi, qui va l'utiliser pour résoudre quelques petites énigmes, faire quelques petites enquêtes, et elle va devenir assez clé pour lui. La relation entre les deux est super intéressante, comme je vous le disais, il y a plein de quiproquos, c'est juste hilarant. C'est plus une enquête, ça m'a beaucoup fait penser au détective Conan, un autre manga clé de mon enfance. Mais voilà, le personnage en lui-même de Mao Mao apporte un dynamisme et un aspect super intéressant, c'est très comique. Bref, c'était parfait. J'ai plein de théories, j'ai plein de suspicions, j'ai plein de trucs, je vais rien vous spoiler. En tout cas, moi je me suis mis un bloc sur cette série pour l'instant parce que je lisais bien trop vite les livres. Donc il me reste 6 tomes à lire. Et on va attendre les prochaines vacances. Comme ça, mon travail et mes autres tâches du quotidien n'en souffriront pas. Alors, voici le coup de cœur de ce premier trimestre. Et c'est If We Were Villain de ML Rio. J'utilise beaucoup trop le terme adoré dans cette vidéo. Mais pour le coup, ce livre m'a fait quelque chose. J'ai pleuré. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. Non, je rigole, c'est pas que pour ça. Et je pense que ça risque d'être mon livre préféré de l'année 2024 dans son ensemble. On suit 6-7 étudiants qui font des études d'art dramatique dans une école un petit peu hippée, un petit peu élitiste, quelque peu isolée, et une école qui a la bonne idée de n'étudier pendant 4 ans que des textes de Shakespeare. Déjà, voilà, premier problème de cette école, que des textes de Shakespeare dans du théâtre. Bien qu'on fasse les classiques
anglais, mais Shakespeare c'est pas le seul dramaturge anglais. Il va y avoir Oscar Wilde, il va y avoir celui qui a fait En attendant Godot que j'adore mais dont j'ai oublié le nom. Bref, il y a d'autres dramaturges anglais. Enfin, passons. Ces étudiants, du coup, sont dans leurs dernières années dans cette école un petit peu immersive, un petit peu élitiste, qui ne fait qu'étudier texte de Shakespeare. Et il va y avoir un petit souci. Il va y avoir un petit souci, et du coup, on a toute l'histoire nous est racontée par le point de vue d'un de ces étudiants, Oliver, et on va un petit peu découvrir comment le théâtre les impacte dans leur vie professionnelle comme dans leur vie personnelle, forme quelques traits de caractère ou même influence sur quelques émotions, quelques sentiments. Voilà, quel est coupable dans cette histoire? Quel est le réel facteur déclencheur de cette tragédie? C'est un petit peu ce qu'on suit à travers cette narration très belle d'Oliver. Narration super intéressante d'ailleurs parce que c'est construit comme une pièce de théâtre dramaturge. Pas de chapitre, 5 actes. C'est tout pour ce roman. J'arrête de fangirler sur le côté théâtre de ce roman, mais c'était juste parfait et il est juste derrière moi donc je vous le ressors. Mais j'ai mis pas mal de tabs sur des citations de théâtre, mais également des analyses du théâtre. Point super important, dans cette école, les étudiants ils suivent un petit peu l'école méthodiste, c'est-à-dire les acteurs vont vraiment se plonger dans le personnage et un petit peu disparaître face au personnage qu'ils vont jouer. C'est une méthode dramaturge russe que beaucoup d'acteurs actuels utilisent, notamment un très célèbre et qui est malheureusement décédé suite ou non à cette méthode, et c'est celui qui a joué le Joker dans la trilogie de Batman, la seule trilogie dont on peut parler de Batman. On plonge du coup vraiment dans le théâtre, l'autrice c'est vraiment un milieu qu'elle connaît et ça se ressent, et on a une vraie analyse du théâtre et de Shakespeare que j'ai beaucoup apprécié. J'ai, comme je vous disais, beaucoup aimé la narration. Qu'est-ce que j'ai aussi beaucoup aimé? J'ai écrit 2 pages sur ce roman. J'ai beaucoup aimé les personnages et vraiment le but de cette narration c'est qui est le vrai coupable? Est-ce que c'est la personne qui a jeté la première pierre ou est-ce que c'est l'environnement dans l'ensemble qui est coupable? Et c'est aussi la question qu'on peut avoir dans certains faits divers. Bref, passionnant. J'ai quelques suspicions sur la fin, j'ai quelques suspicions sur une certaine professeure, donc je ne vais pas vous spoiler, mais si vous aimez la Dark Academy, le monde du théâtre et un petit peu les thrillers un petit peu lents qui sont racontés par le point de vue d'un acteur clé, ce livre est fait pour vous. Voilà, allez le lire. ML Rio, elle va sortir un nouveau livre cette année. J'ai hâte de mettre la main dessus. C'est vraiment un univers que j'ai beaucoup aimé, une plume qui est parfaite pour moi et donc du coup une autrice que je vais suivre un petit peu plus attentivement cette année. Et sur ce roman, je vous laisse avec une citation qui est juste parfaite en anglais, mais je vous mets la traduction en français à l'écran. You can't quantify humanity. People are passionate and flawed and fallible. Une pépite et je vous recommande de le lire. On arrive au dernier livre de cette vidéo et là ça va être pour moi une relecture et ce sera Spoiler Alert de Olivia Dade que j'ai relu fin de mars avec 2 amis. C'est le premier tome d'une trilogie de romances que j'aime beaucoup et que je n'ai fait que parler ces derniers mois. C'est pas mon tome préféré de cette trilogie, mais j'ai beaucoup apprécié cette relecture et mon avis sur le tome en général n'a pas changé. Donc ça, c'est un bon signe. Pendant toute cette trilogie, on suit quelques personnages d'un casting d'une série à succès américaine qui est God of the Gates. Et dans Spoiler Alert, ce premier tome, on va suivre Marcus, un des acteurs phares, et April. Et April, c'est une géologiste. Les 2 personnages ont leurs propres insécurités. April, ses insécurités vont être dans son apparence physique, mais notamment dans le regard de ses proches face à son apparence physique. Et Marcus est dyslexique. C'est vraiment une grosse insécurité qu'il a, sa dyslexie, et comment certaines personnes peuvent le percevoir parce qu'il est un petit peu plus lent à trouver ses mots ou à répondre et qu'il a moins d'aisance à l'oral. Voilà. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aime beaucoup avec Olivia Dade, c'est qu'elle met en avance, notamment d'ailleurs avec nos personnages masculins, des insécurités très intéressantes et qu'on voit pas forcément dans les romans, ou en tout cas on les voit pas autant, c'est pas autant mis en avant, c'est pas donné à un personnage principal, et du coup c'est ce qui fait que cette série est un petit peu spéciale pour moi. April et Marcus vont se rencontrer suite à un tweet où April a posté une photo d'elle dans le cosplay d'un des personnages de cette série, God of the Gates. Et Marcus, face au déchaînement des trolls d'internet qui vont critiquer le physique d'April, va la proposer en date. Alors ce qui devait juste être une opération un petit peu PR entre guillemets pour calmer internet va se transformer petit à petit en romance. C'est pas vraiment une romance slow burn. Voilà le spoiler alert.
pour des raisons qui je pense font sens mais que je vais pas vous dire pour pas vous spoiler l'histoire. Ça a été traduit en français mais moi j'aime beaucoup la version anglaise. Attention par contre, April écrit des fanfictions et on va en parler beaucoup de fanfiction dans cette série et donc ça veut dire qu'il y a quelques termes très propres à l'univers de fanfiction aux États-Unis, notamment si vous écrivez sur AO3 qui est Archive of Our Own, qui est un petit peu l'équivalent de Wattpad. Voilà, en tout et pour tout, spoiler alert, c'est vraiment un gros message d'acceptance de soi, de body positivité et de relations saines et pleines d'amour. Et j'ai hâte qu'avec les filles on lise All the Fields parce que c'est vraiment mon tome préféré. Voilà, c'était un petit passage rapide sur mes lectures de ce premier trimestre de 2024. J'espère vous avoir parlé de livres que vous ne connaissez pas et vous avoir du coup donné envie de les mettre dans votre wishlist ou de les sortir de votre palle. En tout cas, dites-moi en commentaire quels sont les livres que vous avez lus ces derniers mois et surtout quel a été votre coup de cœur. J'en veux un seul coup de cœur de ce premier trimestre. Aussi, petit side note, on est maintenant 100 sur cette chaîne YouTube. Je voulais vraiment vous remercier de vive voix pour me suivre et prendre le temps de passer sur mes vidéos. Je voulais partager mes lectures avec vous et sur une autre plateforme qu'Instagram. Et je suis ravie de voir que mon contenu vous intéresse. Mais merci pour me suivre sur cette chaîne et surtout n'hésitez pas à la partager avec d'autres de vos proches. Allez, je vous souhaite un bon printemps et puis je vous retrouve surtout un prochain samedi pour une autre vidéo littéraire. Ciao!